C'est un dialogue à quatre, un diplomate, un journaliste de télévision, un ancien sans-papier et un pur produit de la méritocratie républicaine française. Ils débattent de sujets qui traversent la société française depuis des années, l'immigration, la religion, la laïcité, l'identité, mais aussi le faisceau qui se creuse entre les élites et la population. Ce projet, on le retrouve concrètement dans un livre. Bonsoir Rachid Arabe. Bonsoir. 4 nuances de France, c'est avec Karim Bouassoun, Xavier Driancourt et Nasser Safer. Alors, ça ne vous a pas échappé, Rachid Arabe, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie, un sujet qui vous tient à cœur. On va voir une image d'Audrey Azoulay, la ministre française de la Culture et de la Communication. C'était ce matin, elle a donné le coup d'envoi officiel de l'événement. Ce lundi, c'est d'ailleurs, Rachid Arabe, la journée de la langue française aussi dans les médias audiovisuels, à l'initiative du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, auquel vous avez été appartenu, vous avez été membre. Alors, on entend souvent dire que la langue française est menacée, y compris en France et y compris dans les médias, à cause de nous, les journalistes d'ailleurs. Est-ce votre avis, vous qui avez été à la fois présentateur sur Antenne 2 d'un journal de télévision et aussi membre donc du CSA? C'est votre avis? Je crois quand même qu'à TV5, plus qu'ailleurs, vous faites attention. J'espère. Je pense que ce dont nous sommes les victimes, c'est un manque de précaution et souvent une facilité à aller chercher des mots dont on pense qu'ils sont branchés et qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Sur la francophonie, sur le français, moi je cite toujours la phrase de l'écrivain algérien Kateb Yassine. Ouais. Il avait dit que le français était un butin de guerre. Pour moi, c'est une arme dont on doit se servir pour communiquer. Olivier Schramek, président du CSA, Rachid Arabe, dit que la maîtrise de la langue est un rempart contre l'exclusion et la discrimination. En quoi peut-elle, selon vous, comme il le dit, être un rempart contre les injustices? Elle est un rempart parce qu'elle doit nous cimenter, nous rapprocher. C'est le français, pour moi, n'est pas ma langue maternelle, c'est ma langue vernaculaire. C'est celle avec laquelle je communique avec les autres et avec le monde. C'est en ça que c'est un rempart contre l'ignorance et contre la division. D'ailleurs, une personne qui se sent exclue du système dit souvent aux tenants de ce système, ça n'a échappé à personne, on ne parle pas la même langue de toute façon. Oui, vous savez, c'est ce que disait Winston Churchill. Il disait que ce qui séparait le plus les Américains et les Anglais, c'était leur langue commune. Alors peut-être que le français va finir par nous séparer, mais le français a un tel avenir, je vais dire des banalités, mais le français, c'est une des langues du 21e siècle. Donc il ne faut pas trop se faire de soucis. Il faut simplement, effectivement, essayer de faire en sorte qu'elle soit précise et bien utilisée, notamment chez les jeunes Français, les jeunes Françaises qui ont tendance parfois, sans jouer les vieux imbéciles, à oublier quelques accents circonflexes, par exemple. Alors, 4 nuances de France, édition Salvatore, Rachid Arabe, c'est donc un livre pas vraiment comme les autres. Il est né d'une rencontre improbable, vous donc, je le disais, journaliste de télévision, mais aussi un ancien ambassadeur, Xavier Driancourt, il y a aussi Karim Bouassoun, il y a aussi Nasser Safer. Ce sont 2 hommes qui, pour l'un, ont obtenu leur papier en luttant en France, venant d'Algérie. Nasser est resté une douzaine d'années sans papier en France. Nasser Safer et Karim Bouassoun, qui est conseiller politique, élu local et également... Qui est né en banlieue française et qui, lui, a pris la nationalité algérienne sur le tard. Et Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Voilà qui est dit. Alors, ce livre, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement d'abord comment c'est né c'est l'idée de Xavier. C'est l'idée de Xavier Driancourt. Là aussi, on a cassé l'image d'Épinal de l'ambassadeur qui est enfermé dans ses jolis salons à distribuer des gourmandises au chocolat. Xavier Driancourt, après 4 années passées en Algérie, a été pris de passion pour ce pays. Et c'est par cette passion-là qu'il s'est rapproché des 2 autres, tout d'abord, Karim et Nasser, qu'il a pris d'une certaine façon sous son aile, en les aidant, les coachant. Et puis moi, je suis arrivé dans cette aventure comme le passager clandestin et je suis resté à bord. Alors vous abordez dans ce livre les questions qui traversent la société française. J'ai cité tout à l'heure quelques thèmes. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui revient comme ça, comme trame dans ce livre. C'est en fait ce passé douloureux, à la fois passionnel, mais douloureux entre la France et l'Algérie. Ça reste encore très présent en France. En France et en Algérie, ne nous cachons pas les choses. Le passé est douloureux des 2 côtés. C'est un passé qu'on a continué, chacun de son côté, d'écrire. Chacun a écrit l'histoire à sa façon. Et donc, le roman national, l'histoire ne s'écrira pas de façon définitive de cette façon-là. Ce qu'on a essayé de faire à notre petit niveau, c'est de se parler, y compris des choses, des sujets qui fâchent, comme on dit dans le livre, en essayant tout simplement d'être à l'écoute de l'autre, de se dire que la vie de l'autre avait un certain poids, une certaine importance. Alors l'année 2015 a été terrible en France, on le sait, avec de nombreux attentats. Certains justement relient à chaque fois ces violences avec le passé traumatique de la France, passé colonial bien entendu, qui ressurgirait. Est-ce que cette piste vous paraît pertinente pour expliquer les choses? Oh là là, c'est une piste parmi beaucoup d'autres. Moi je pense que les raisons de notre mal-être, de notre mal-vivre aujourd'hui, de notre manque de vivre ensemble, on les doit effectivement aux 10 années qui précèdent, aux 50 années qui précèdent, on les doit aussi aux 100 ans qui sont
passé. Nous, on a essayé de regarder, d'essayer d'apporter des solutions sur ce qui se fait aujourd'hui, sur ce qui existe aujourd'hui, sans chercher sans arrêt la référence à l'historique, même nous, si nous savons que c'est le fond de décor. Les problèmes auxquels la France est confrontée aujourd'hui sont des problèmes franco-français. Mais justement, prenons les banlieues, où il y a des quartiers souvent déshérités. Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à s'en sortir sur ces questions-là? On a l'impression qu'il suffit de la moindre étincelle pour que les banlieues s'enflamment à nouveau. C'est difficile de le dire en deux mots. Je tenterai une explication. Peut-être que pendant très longtemps, la France a pensé, et je me mets en avant en le disant ainsi, que l'intégration était parfaitement réussie pour tout ce qui était des populations d'origine étrangère qui vivaient chez elle. Et peut-être qu'on s'est dit trop rapidement que tout était réussi. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes Français, de jeunes Françaises qui sont d'origine étrangère par leurs parents, qui ne se sentent pas français. Et c'est une des parties de la problématique à laquelle est confronté le pays aujourd'hui. Rachid Arabi, ne se sentent pas français, mais à l'inverse, on a parfois de plus en plus, et y compris après les attentats, des dirigeants, des ministres, des gens de l'opposition aussi, qui désignent les gens en fonction de leur religion, par exemple, musulmane, juive, chrétienne. Et d'ailleurs, vous, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur justement de la France en Algérie, qui le raconte. Ça s'appelle le théorème du jambon de Parme. C'est quoi au juste? C'était au moment où moi, je le sais puisque j'ai lu le livre. J'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y avait un déjeuner dans un ministère, l'économie numérique, pour ne pas le citer. Et l'ensemble des convives qui étaient censés venir parler de l'avenir de la radio en France ont eu en entrée du melon au jambon. Et moi, je n'ai eu que du melon. On vous a vraiment servi le melon sans... Ouais. Voilà, alors j'aurais pu prendre très mal aussi le fait qu'on me serve du melon, parce que j'ai de l'humour, mais au-delà de ça, ça signifie que ce sont souvent les autres qui vous donnent l'identité qu'ils voudraient que vous ayez. Et c'est toute la problématique que nous essayons de soulever dans ce livre, préfacé par Jean-Louis Debré et Jean-Pierre Chevènement. C'est très important parce qu'ils se sont engagés également dans l'aventure. La problématique qu'on essaie de définir, c'est quelle est l'identité que nous composons ensemble, et non pas telle que la composent ou la décident les autres pour vous. L'identité, c'est pas au fond une origine. Vous, par exemple, vous êtes très attaché à la France et à l'Algérie, mais vous le dites d'ailleurs de manière très sereine, alors qu'il y a tout ce débat sur la déchéance de nationalité. Vous dites non, moi j'ai pas pris les papiers algériens parce que je participe pas à la vie de la société algérienne, tout simplement. C'est une question d'honnêteté pour moi. Autant je comprends que des gens puissent être binationaux, je le comprends parfaitement et je le conçois. Autant en ce qui me concerne, mon cas personnel, j'ai décidé au bout d'un certain nombre d'années d'être citoyen du pays dans lequel je vivais. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des relations intimes et profondes avec l'Algérie, mon pays natal, mais j'essaye d'être lucide et honnête avec moi-même. Je vis, je vote en France, et donc j'estime que la nationalité, c'est celle du pays dans lequel vous exercez vos droits de citoyen. Alors, il se murmure avec insistance, Rachid Arabe, qu'une chaîne pourrait voir le jour à l'avenir et qu'elle serait un peu à la manière d'Arte franco-allemande, qu'elle serait franco-algérienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est un projet qui vous plairait ou... Non seulement c'est un projet qui me plairait, mais c'est un projet que je porte, que j'essaie de le murmurer le plus fort possible. L'idée, effectivement, est partie du fait que la France et l'Allemagne, qui se sont fait la guerre 3 fois en un siècle, dont 2 conflits mondiaux, ont réussi... un peu plus de 50 ans après la paix, ont réussi à créer quelque chose de commun. C'était une télévision qui respecte parfaitement les identités des deux pays, des deux nations, mais qui en même temps sublime la relation franco-allemande qui m'est chère, elle aussi, la relation franco-européenne m'est chère. Et je voudrais tout simplement appliquer cette idée à la France et à l'Algérie qui ont tellement à partager. Est-ce que, par exemple, cette chaîne, elle pourrait avoir aussi vocation, vous avez cité tout à l'heure le grand écrivain Kateb Yassine, à montrer aussi à cette jeunesse qui ne connaît pas forcément l'histoire de son pays d'origine, ou d'élargir même l'histoire du monde arabe, alors que cette actualité est souvent vue à travers un prisme très négatif, les guerres... Le projet est avant tout culturel, il n'est pas d'aller raconter l'actualité au quotidien, il est vraiment, comme Arte l'a fait, d'aller rechercher l'histoire et la culture. On verra bien que dans la culture, il y a des choses magnifiques, Kateb Yassine et beaucoup d'autres qui sont peu connus, mais d'ailleurs pas suffisamment connus en Algérie non plus. Donc c'est une façon de sublimer ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Alors revenons donc à ce livre Rachid Arabe. Chacun de vous 4 témoigne donc, on va dire, d'une quête de fraternité dans une France qui doute beaucoup d'elle-même, une France, on l'a dit, en pro-repli identitaire. Comment réenchanter tout simplement le rêve? D'ailleurs en France, mais en Europe aussi. On le voit encore en Allemagne avec ses élections régionales, ce repli identitaire. Comment faire? Par le dialogue, c'est ce qu'on a essayé de faire à nous 4. On s'est vu très souvent, très régulièrement. On a beaucoup échangé. On s'est rendu compte qu'on était 4 personnes qui étaient capables de se parler avec nos différences. L'un est musulman, l'autre est catholique, le troisième ne le sait pas bien, et le quatrième, en ce qui me concerne, est athée. On a réussi à parler de tas de sujets d'actualité, la religion, la laïcité, l'intégration, les banlieues. On a réussi à échanger sur toutes ces questions-là sans se fâcher,
Alors, on ne dit pas qu'on a trouvé des solutions sur tout, mais c'est une des pistes que nous proposons. C'est un vrai dialogue. Ouais. Une dernière question, Rachid Arabe, sur ce qu'on appelle la diversité. Aux États-Unis, il y a eu un gros débat, notamment s'agissant du cinéma, à Hollywood, avec les Oscars. En France, depuis des années, vous avez été un des premiers présentateurs, entre guillemets, issus de la diversité sur une grande chaîne. Est-ce que vous pensez que ça bouge ? Oui, moi j'ai essayé de faire bouger les choses d'abord. En étant moi-même un présentateur comme les autres, ça a été mon combat très longtemps. Ensuite, quand j'ai été membre du CSA, en essayant de sensibiliser un peu les opinions et les dirigeants au fait que la diversité ne se voyait pas suffisamment, je pense qu'on commence à faire de vrais progrès. Ça commence à être visible à la télévision. Il faut tout simplement qu'on arrive à ce qu'on représente la société française dans sa réalité, je crois. Ça serait aussi simple que ça à réaliser. Merci beaucoup, Rachid Arabe. Donc un livre écrit avec Karim Bouassoun, Xavier Driancourt et Nasser Safer, édition Salvator. 4 nuances de France. Merci d'être venu sur notre plateau.